professeur Hassan Ba, un éminent professeur, il a dit ceci: sur appel du médecin-chef de l'armée, il arrivait urgemment à recevoir au crépuscule du 28 septembre 2009 à la morgue du CHI d'Ignace Dine 3 camions militaires qui contenaient respectivement 21, 7 et 13 corps, auxquels 2 autres s'ajoutaient, soit un total provisoire de 43 corps. Les jours suivants, ce nombre grimpait à 58 corps qui étaient dispatchés dans les morgues d'Ignace Dine 24 et Donka 34. Certains de ces corps étaient déposés sur des paillasses. Il a ajouté que, nonobstant l'inexistence de réquisitions judiciaires, les examens médicaux légaux effectués sur les corps permettaient de comprendre que les victimes étaient décédées à l'aide d'armes à feu Kalachnikov, contondantes, piquantes et piquantes tranchantes, couteaux baïonnettes. Les corps portaient des orifices d'entrée et de sortie. Sur certains, des fractures étaient visibles au niveau des crânes, des nez et des thorax. 31 corps étaient restitués aux parents, 27 envoyés à l'esplanade de la mosquée, alors qu'on nous a fait comprendre que c'était 57. Le professeur dit que c'était 27 corps qui avaient été envoyés au niveau de l'esplanade de la mosquée Faisal, et à ce niveau, c'est seulement 2 qui avaient été restitués. Et les 25 autres, on est allé les enfouir dans un charnier au cimetière du Cameroun. On n'a pas eu la chance de faire le transport judiciaire, mais ce qui est évident, ces 25-là ont été enfouis là-bas sous l'instruction des militaires, bien sûr. Aussi, Monsieur le Président, il dit que les 54 corps qui étaient remis au colonel Chérif Diaby, dont le journal Valentin Haba faisait état sur instruction du journal Toto, n'étaient nullement arrivés dans les morgues de Donka et d'Ignace Dine. Le professeur Hassan dit que les 54 corps ne sont jamais arrivés ni à Donka ni à Ignace Dine. Donc, seul Chérif Diaby sait où il a envoyé ces 54 corps-là. Aussi, Monsieur le Président, honorables assesseurs, les militaires étaient effectivement au niveau des 2 morgues jusqu'au jour de la restitution des corps. Vous savez, beaucoup de victimes sont venues ici pour nous dire que quand elles sont allées pour retrouver les corps de leurs parents, les morgues étaient quadrillées. Il y avait des verrous rouges qui étaient là, qui empêchaient l'accès. Un médecin a expliqué ici par quel mécanisme il a réussi à arborer la blouse étant médecin pour avoir accès à l'intérieur. Et ce qu'il a vu, c'était vraiment de l'abomination. C'était insupportable, Monsieur le Président. Donc, il est évident que les jours qui ont suivi les massacres, les morgues étaient prises d'assaut. Ces morgues-là étaient quadrillées par les bérets rouges qui refusaient tout accès. Aussi, Monsieur le Président, Dr Fatou Sike Kamara est passée ici. Elle était la directrice de l'hôpital national d'Onka au moment des faits. Elle a dit que les militaires avaient effectivement eu accès à l'enceinte de l'hôpital et de la pharmacie, où ils perpétraient des actes de violence au point de vouloir empêcher les médecins de faire leur travail, qui finalement les refoulaient. La vie de la pharmacie était fissurée. Aussi, professeur Namori Keita, un grand professeur aussi, il est passé ici, il a dit ceci: plusieurs blessés, dont les femmes victimes de viols et autres formes graves d'agression sexuelle, avaient été effectivement pris en charge au CHU de Donka le 28 septembre 2009 et jours suivants. Des débris de bois étaient retrouvés dans les vagins de certaines d'entre elles, attestant ainsi l'utilisation par les militaires des baïonnettes et des morceaux de bois dans leur partie intime dont elles avaient fait état. D'autres subissaient des viols collectifs. Le professeur Namouré est passé ici, il a donné ces explications-là. Et il a ajouté, le stade était fermé alors que les victimes se trouvaient à l'intérieur. Les antigangs étaient arrêtés à la porte. Les médecins avaient été empêchés d'y accéder. Il a ajouté que les bérets rouges rencontrés dans le quartier Landrea affirmaient aux médecins: de toutes les façons, ceux qui sont responsables de cette situation payeront et nous ne nous laisserons pas faire.
Les militaires investissaient l'enceinte de l'hôpital Donka et y lançaient de la grenade lacrymogène. La pharmacie n'avait pas été épargnée. Une des victimes de viol avait subi une triple sanction. Hier, maître Alimatou en a fait cas. Cette victime-là, elle avait fait le baccalauréat. Elle n'a pas eu le bac. Elle a été atteinte par la maladie, le VIH-Sida. Elle a été violée, Monsieur le Président. Et lorsqu'elle a quitté l'hôpital, elle n'a plus eu le courage de revenir. Une fille de 17 ans dont l'avenir a été complètement hypothéqué. Monsieur le Président, il poursuit en disant « Ce qui était arrivé n'avait aucun sens, aucune explication. » Professeur Namori Keita n'a trouvé aucune explication par rapport aux atrocités qui ont été commises au stade. Il dit qu'en tout cas, lui, il ne comprend pas. Ça ne devrait pas arriver en principe. Et il dit enfin qu'il y avait des blessés graves et certains étaient étalés à même le sol à l'hôpital. Monsieur le Président, M. Magnan Sidibé aussi est passé ici. L'actuel directeur de l'OGP. Il a dit ceci. Feu Jean-Marie Doré disait lors d'une émission à la radio Planète FM que le colonel Kebro était l'un des éléments importants des massacres du 28 septembre 2009. 3 camions contenaient des corps. Ces camions-là étaient stationnés dans la cour de la présidence de feu général Lansana Conté et qu'il existe effectivement 2 à 3 fosses communes, dont la plus grande se trouve à Faban. Il a dit également que l'accusé d'Addis refusait que les corps soient envoyés dans l'enceinte du camp Alfaya Diallo pour ne pas qu'ils soient vus par les personnes qui y étaient fréquentes. Les mêmes sources lui disaient qu'environ 300 corps avaient été jetés dans la nature. Monsieur le Président, M. Cheikh Sidia Diabaté était également venu. Il a dit ceci: à mon arrivée au camp Samori Touré, les agents me disaient que 2 camions bâchés remplis de cadavres étaient stationnés dans la cour de la résidence de feu général Lansana Conté. Il partait lui-même vérifier dans l'un d'eux et apercevait effectivement les corps entreposés. Certaines personnes parlaient de 5 camions. Il ajoutait également que les 3 agents que lui l'avait dépêchés au stade lui disaient avoir vu 2 à 3 personnes tombées et que c'était des militaires détenant des Kalachnikov qui s'y étaient rendus. Et il finissait en disant qu'il apprenait qu'il y avait des charniers à Faban, à Cameroun et ailleurs. Après donc les témoins du ministère public, Monsieur le Président, les parties civiles également ont fait venir 4 témoins qui ont été reçus par votre tribunal. Le premier, c'est M. Alpha Mamoudou Diallo, blanchisseur, qui est domicilié à Koya. Il a dit ceci: j'entendais des sirènes qui venaient de la Bellevue, les jeeps pleines de bérets rouges entraient dans la cour. Pivi était en tête, il saccageait tous ceux qui se trouvaient dans la cour et dans la maison et emportait d'autres biens. Il brisait les vitres des véhicules qui se trouvaient dans la cour. Un d'entre eux détenait le couteau et le fusil et disait que si je bougeais, il allait me tuer. Il n'y a pas ce qu'il ne faisait pas dans la maison. Le ministre de la Santé arrivait en tenue militaire avec ses gardes du corps. Il donnait des coups de pied aux malades qui étaient à même le sol et disait « c'est bien fait pour vous ». Ceux qui tiraient au stade portaient des tenues militaires couleur unique. Aussi, M. Ismaël Ba, logisticien domicilié à Lambagny, est passé et il a dit, alors que les gens priaient, car le musée avait fait le premier appel, les tirs commençaient, le gaz lacrymogène était largué. Ça tirait aussi vers la piscine. Tout était fermé. On ne savait pas comment sortir. Il y avait des fils électriques barbelés qui étaient
posés sur les murs. Je recevais un coup au niveau de l'épaule. Les assaillants avaient des fusils et des bâtons. Je voyais une victime qui avait été éventrée, tenue par des gens. Un groupe de militaires cassait les véhicules chez Elhadj Selou. Il y avait beaucoup de morts. À la mosquée Faisal, les mouches volaient au-dessus des corps qui étaient exposés. Des gaz lacrymogènes étaient lancés à l'intérieur de la mosquée par la police. Alors que nous étions en train d'inhumer les corps à la demande des personnes âgées qui étaient parmi nous, nous apercevions quelque chose d'un peu plus grand, 5 à 10 mètres, qui ressemblait fort bien à un charnier dont je peux toujours reconnaître l'emplacement. Les gendarmes en treillis et les policiers de la CMIS administraient des coups. J'avais vu au stade une femme nue qui marchait et qui voulait sortir. Je voyais les bérets rouges qui poignardaient les gens, d'autres assaillants étaient en culotte. Professeur, je voudrais commencer par la première question, par une des questions posées par le tribunal, mais sous un autre volet. Vous avez parlé de l'appel effectué par le directeur, le médecin chef adjoint de l'infirmerie de Caen, Samori. Vous confirmez, c'est l'infirmerie de Caen Samori? Oui, c'est le service de santé des armées, c'est pas une infirmerie. Des armées. Le service des armées est au camp Samori, n'est-ce pas? Oui. Alors, vous avez suivi les débats ici. Le directeur national de la police à l'époque, au moment des faits, a comparu ici en qualité de témoin, où il s'est rétracté. Il a dit que les corps n'ont pas transité à l'infirmerie de Caen Samori. Pendant que dans son procès verbal de déposition de témoins, il a aussi confirmé, comme vous venez de faire, que les corps ont transité au camp Samori. Alors, vous confirmez, vous, avoir reçu un appel de médecin-chef adjoint du camp de Samori pour dire que les corps viennent de là-bas et vous avez l'obligation de les recevoir. Est-ce que vous confirmez cela? Non, c'est un peu différent. Il ne m'a pas dit que les corps venaient du camp Samori. Vous savez, que ce soit les médecins du service de santé des armées, les médecins de la police, ce sont des collaborateurs. On travaille dans beaucoup de domaines. C'est comme les magistrats et les avocats. On travaille beaucoup ensemble. Il m'appelle pour d'autres cas, pour me dire il y a ce cas et puis vous pouvez venir. Mais ce qui est important, c'est que, j'ai été appelé par un médecin du service de santé des armées, et deuxièmement, c'est que ces corps-là n'ont pas quitté le stade pour venir directement à l'hôpital. L'état de décomposition de ces corps montre à suffisance que les corps ont été stationnés, que ce soit au camp ou comment on appelle ça, au stade, pendant très longtemps sous le chaud soleil. Ça, je peux le dire. C'est le fait que les corps sont restés longtemps sous le chaud soleil, dans une chaleur extrême, parce que le camion passait, c'est ce qui explique la décomposition des corps. Maintenant, est-ce qu'ils étaient au camp? Moi, je ne peux pas le dire. Et le médecin ne m'a pas dit ça. Il m'a simplement dit de venir recevoir les corps. Donc, vous confirmez que la décomposition des corps est due au fait que les corps soient exposés au soleil? Oui, ça je confirme. Voilà. Votre déclaration confirme celle faite par beaucoup de parties, de témoins qui ont comparé devant ce tribunal. Il y a le chef d'état-major général au moment des faits, Oumar Sano, a parlé effectivement des corps. Il y a Valentin, le directeur national de la police, a parlé également de cet état. Et lui, il a ajouté même que les corps ont transité à l'infirmerie de Caen Samori. Donc, je continue. Et vous avez dit que vous, personnellement, vous avez reçu 3 camions. 3 camions. Oui. Ces camions, c'était des camions militaires ou des camions d'une société ou d'une société de transport? Je confirme, ce sont des camions militaires. Ce sont les camions militaires. Et le premier camion comportait 21 corps. Oui. Le deuxième, 7 corps. Oui. Le troisième camion, 15 corps. Parfait.
15 corps. Oui. C'est tout ce que vous avez reçu. C'est ce que j'ai reçu, 43 corps. 43 corps. Oui. Et comment vous avez pu gérer à la fois la morgue Ignace Digne et la morgue de Donka? Très bonne question. J'ai une équipe. C'est une équipe qui travaille en médecine. J'ai une équipe, j'ai au moins aujourd'hui une douzaine d'assistants. J'ai des personnels de morgue dans les 2 hôpitaux. Et j'étais en collaboration directe avec la directrice de l'hôpital Donka, et donc qui a mobilisé aussi son équipe et tous qui sont avec elle. Donc c'est toute une équipe. C'est pour cette raison que j'avais envoyé un de mes médecins, qui est le plus ancien d'ailleurs, malheureusement, qui est mort il n'y a même pas un mois, le docteur Gabriel Konaté, que certains connaissent ici. C'était lui que j'ai envoyé à Donka, qui coordonnait les activités de Donka. Mais moi, je coordonnais les 2. Donc, il y avait Donka et Ignace Digne, mais toute la coordination médico-légale a été assurée par mon équipe. Mais est-ce que vous, personnellement, vous avez comptabilisé le corps à la morgue de Donka? Oui, je comptabilisais les 2. Les 2. Oui. Je continue. Et vous avez parlé également des corps qui étaient en putréfaction au nombre de 11 corps. En début de putréfaction. En début de putréfaction, nombre de 11. Alors, ces corps, qui vous a autorisé à enterrer ces corps? Quelle autorité vous a donné des instructions au fin d'enterrer ces corps, pendant que c'est des corps, c'est des personnes qui ont été tuées? Et il y a des procédés pour les conserver ces corps dans un temps voisin de l'acte. Vous prenez la responsabilité avec la Croix-Rouge d'enterrer ces corps. Je voudrais savoir, cette instruction venait d'où? Monsieur le procureur, vous m'accusez. Moi, je ne donne pas l'autorisation d'enterrer un corps. Non, je ne dis pas que je ne vous Voilà. accuse pas. Je veux tout simplement faire ressortir que vous étiez associé et vous saviez au moment où on enterrait ces corps. Oui. Puisque vous-même vous l'avez dit. Voilà. Je vous ai dit qu'il y avait une commission nationale de restitution des corps qui est présidée par un ministre et qui est membre du gouvernement. Et c'est un gouvernement militaire. Je suppose que lui-même, il ne peut pas de son propre chef dire allez-y enterrer le corps. Certainement, ça a été discuté à un endroit où moi je ne fréquente pas. Et si l'ordre vient de la commission nationale de restitution présidée par le ministre Sano à l'époque et toute son équipe, de procéder à l'identification, restitution des corps et puis enterrement des corps, moi je ne peux pas m'y opposer. Pas m'y opposer. Alors, vous avez également parlé de tests ADN. Oui. Tests ADN que vous avez effectués. Vous avez commis le laboratoire de Paris sans suite. Oui. Vous vous êtes référé au laboratoire de Lille. De Nantes. De Nantes plutôt. Et qui a produit un résultat qui ne vous a pas permis d'identifier malheureusement les corps. Oui. Alors, est-ce qu'à travers cela, on peut dire que les personnes qui ont été... D'abord, est-ce qu'on peut dire, on peut soutenir avec vous que la thèse des disparus, il y a effectivement des disparus dans cette affaire du 28 septembre? Puisque les personnes chez qui vous avez fait le prélèvement et les personnes qui ont été enterrées, il y a eu des résultats négatifs. Alors, à travers cela, est-ce qu'on peut conclure que la thèse de disparu est une thèse qui est soutenable devant ce tribunal? Il y a eu effectivement des disparus. C'est une réponse à 2 niveaux. Lorsque je parle, une personne est morte seulement quand on retrouve le corps. Si on ne retrouve pas le corps, elle est portée disparue. Très bien. Si, ça c'est la définition. Très bien. Une personne, la seule preuve matérielle de la mort, c'est le cadavre. Mais cela ne m'amène pas à dire que moi je confirme qu'il y a eu des disparus. Moi je parle des corps que j'ai reçus et que j'ai gérés. Les autres corps qui n'ont pas transité par la morgue, que je n'ai pas reçus, je n'en sais pas. Très bien. Donc, professeur, est-ce que
puisque vous l'avez dit, c'est évident, vous avez dit que, si j'ai bien relevé, qu'il y a eu des corps, au moment de l'examen, vous avez constaté des corps, 58 corps, des corps qui ont reçu des balles. 13 corps qui ont reçu des balles. Ouais. Alors, à travers cet examen, est-ce qu'on peut relever, on peut soutenir qu'il y a eu l'utilisation de l'arme à feu au stade du 28 septembre? Je confirme. Affirmatif. Également, je vais faire un parallèle entre le nombre que vous venez de faire état devant ce tribunal et le rapport de la commission d'enquête internationale. Et à mon avis, je vois qu'il y a un fossé très croissant entre le rapport d'enquête internationale et le nombre que vous venez de faire état devant ce tribunal. Puisque le rapport d'enquête internationale parle au total de 156 personnes tuées. 156 personnes tuées, 67 corps retrouvés, 40 corps identifiés par leur nom, dont les corps restitués, 49 autres personnes identifiées qui ont été vues au stade, mais dont le reste inconnu. 109 cas de viol ou autres violences sexuelles, 12 femmes qui ont été victimes de violences sexuelles, avec des objets, notamment des baïonnettes. 42 femmes ont été violées par plusieurs militaires. Alors, selon vous, comment vous voyez ce fossé entre le nombre que vous avez déclaré devant ce tribunal et les nombres qui ont été énumérés par la commission d'enquête internationale? Oui, c'est très simple, monsieur le procureur. Je suis un témoin. Je parle de ce que j'ai vu et de ce que j'ai fait. J'ai vu 58 corps, j'ai examiné 58 corps et je vous ai donné le résultat. Les autres, peut-être ils seront devant la barre pour dire ici qu'est-ce qu'eux aussi ils ont vu. Moi, je n'étais pas au stade. Moi, j'étais à la morgue et à la grande mosquée. Je n'ai pas été au stade. Donc, je ne sais pas. Et d'ailleurs, si vous me permettez, il y a un élément très important, à mon avis, qui aurait dû être fait. C'est la scène de crime. Si cette scène de crime avait été très bien exploitée, on aurait eu beaucoup d'informations, y compris sur certains corps qui ont disparu, qui ne sont pas arrivés. Parce qu'on aurait pu faire des prélèvements au niveau des empreintes génétiques, au niveau des empreintes digitales, au niveau de tous les éléments criminalistiques qu'on aurait pu retrouver sur les lieux. Peut-être qu'ils nous auraient beaucoup avancé dans ce procès. Voilà. Professeur, je voudrais également savoir, puisque dans votre statistique, vous n'avez jamais parlé de femmes violées. Oui, je n'ai pas examiné. Vous n'avez pas parlé de femmes violées, si j'ai bien noté. Est-ce que vous avez reçu des femmes victimes de viols et d'autres violences sexuelles? Alors, personnellement, je n'ai pas reçu. Mais dans le cadre de la commission d'enquête, j'avais reçu, je vais dire son nom, le professeur Namouri, et d'autres médecins qui ont eu à prendre en charge les victimes d'agressions sexuelles. Et donc, les résultats de tout ce qu'ils ont eu à faire et tout ça, c'est contenu dans le rapport de la Commission nationale d'enquête. Mais personnellement, je n'ai pas vu. Mais j'ai eu peut-être 2 personnes qui sont venues à un moment donné me dire que, bon, pour des raisons de papier ou parce qu'ils voulaient aller dans un hôpital à l'étranger, qu'ils souhaiteraient que je leur fasse des rapports. Ça, j'ai fait, je crois, 1 ou 2 rapports pour 2 personnes. Victimes de violences qui avaient beaucoup de lésions infectieuses et qui souhaiteraient voyager. Ça, je me rappelle. Mais ça, c'était tout à fait à titre personnel, médecin malade. Les personnes prédécédées même aux événements du 28 septembre. Puisque dans ce tohu-bohu, dans cette débandante générale dont le décor a été présenté, aucun opposant, aucun témoin, même s'il est plus crédible, M. Bahouri, le doyen Bahouri, M. François Le Sénéfal, n'ont pu établir une liste pour savoir le jour du 28 septembre
quel était le nombre de personnes exactes qui étaient présentes et est-ce que ces personnes dont il présente comme les victimes étaient réellement présentes au 28 septembre. Monsieur le Président, c'est des questions qu'il faut s'évoquer. Il faut en parler parce que l'hypothèse s'y présente. Il ne faut pas qu'on présente des victimes, qu'on crée des victimes, qu'on présente des chiffres, par le plaisir de présenter des chiffres. Nous sommes des juristes, nous tenons compte de la matérialité des faits, Monsieur le Président. En droit pénal, les suppositions ne vaut pas. N'allons pas dans ce sens, c'est dangereux. Monsieur le Président, des cas de viol. Je me souviens d'une question que moi-même j'ai posée en personne à professeur Namori Keita. Je l'ai dit, il dit qu'il a soigné des femmes qui ont été victimes de viol. Je regrette et je compatis beaucoup à les femmes qui ont été victimes. Mais j'aimerais respirer dans mon contexte, Monsieur le Président. Monsieur le Président, voici ce à quoi Dr Namori Keita a répondu à ma question. Je lui ai demandé, les filles qui se sont présentées à lui en tant que victimes des viols réalisés au 28 septembre, qu'est-ce qui atteste qu'elles ont été au 28 septembre? Il dit, c'est ce qu'elles m'ont dit. Ah bon? Il dit oui. Et comment vous pouvez dire qu'elles ont été violées? Oui, elles ont dit qu'elles ont été violées. Je lui ai dit, mais et pourtant, les accusés disent qu'ils n'ont pas violé. Il dit, ah, lui, ce n'est pas son problème ça. Donc on peut faire croire à une femme qui prétend avoir été violée et ne pas croire à celui qu'on accuse d'avoir violé. Parce que le problème des viols est un problème délicat. J'en ai traité certains des dossiers, mais je n'ai jamais été convaincu. Je vais vous dire pourquoi, Monsieur le Président. C'est de façon générale, dans le cadre de la minorité, le viol est acquis. De cause, par rapport à l'âge sexuel. Mais, Monsieur le Président, une fille déjà dépucellée, ou bien une femme ayant déjà fait des enfants, qui a eu un rapport sexuel sans défloration des parties génitales, qu'est-ce qui peut attester qu'elle a été violée? Qu'est-ce qui peut attester? Il faut se poser beaucoup de questions. Surtout un moment, c'était un moyen, Monsieur le Président. Ça n'a pas été discuté ici, mais c'est la vérité, il faut se dire. C'était un moyen pour s'offrir un visa et aller à l'étranger. Beaucoup de femmes se sont présentées comme des victimes pour dire qu'ils sont exacerbés, violentés, poursuivis par le pouvoir du CNDD pour quitter le pays. C'est un moyen de commerce. Pourquoi ne pas en profiter? Monsieur le Président, il y a beaucoup de non-dits dans cette affaire. Monsieur le Président, 3 institutions différentes qui ont mené la même enquête sur le même terrain, avec la même situation, qui présentent des rapports différents. Par prudence, je ne pourrais croire à aucun de ces rapports. Sauf par précaution, pourquoi ne pas créer un rapport entre ceux qui ont déjà dressé le rapport pour pouvoir faire un autre rapport qui peut amener à tout ce que chacun puisse croire un peu à ses affaires. Monsieur le Président, c'est ce que j'avais à dire par rapport à l'affaire des chiffres et qui n'est même pas une preuve en matière pénale. 2. Les certificats médicaux. Les certificats médicaux, c'est vrai, présentés par des médecins légistes assermentés. Il est difficile de discuter la véracité, Monsieur le Président. Mais combien de certificats médicaux ont été présentés ici? Si vous tenez compte le nombre de femmes violées et les certificats médicaux afférents au viol, il y a un éloignement, Monsieur le Président. De telle sorte qu'on ne peut pas dire avec exactitude si ces procès-verbaux ont été établis pour des cas spécifiques seulement, ou bien juste pour attester pour l'ensemble, en faisant des échantillons des certificats médicaux. Monsieur le Président, c'est des choses à prendre avec des pincettes. C'est des choses à analyser, Monsieur le Président. Monsieur le Président,
Honorable assesseur, la projection publique des vidéos dans la salle d'audience et les audios, on en a vu certaines projections présentant certains des accusés, je ne rentre pas en détail, faire des déclarations. On a vu certains témoignages dont le parquet même en a parlé, de celui de feu Jean-Marie Doré. Mais moi, pour ma part, je suis resté sur ma faim à ces projections et à ces audios. Pour moi, je pensais que ces vidéos allaient nous donner l'essence, c'est-à-dire ce qui s'est passé du non-vu et du non-entendu dans l'affaire du 28 septembre. Qu'on allait nous dire ce qui a été dit de façon cachée en tel et tel, ayant abouti au 28 septembre. Ce qui a été orchestré, concocté en tel et tel pour aboutir au 28 septembre. Moi, on ne fait que nous donner des éléments que tout le monde pouvait en disposer. Des anciennes réalisations de la RTG, des conférences tenues par le rapport d'enquête interne, la commission d'enquête interne, des déclarations faites par le président d'alors à la télé que tout le monde savait, mais rien de compromettant. Rien de compromettant. Si ce n'est que d'autres déclarations qui sont propres à la partie civile. Et on pourrait être surpris à ce sujet. On connaît déjà ce qui les anime. Accusé pour accuser. Monsieur le Président, en plus des rapports médicaux, non, de la production dans les vidéos, je viens dans le cadre des recrues de Kalia. Monsieur le Président, voilà le problème qui fâche dans cette procédure, des procès du 28 septembre. On les dénomme, d'autres parlent de 300, d'autres parlent de 500, en tenue de l'équipe d'Angleterre, comment on appelle ça, un club anglais, Chelsea. Ils sont venus commettre tous ces crimes au 28 septembre, avec des armes blanches, des armes à feu, des armes blanches, machettes, couteaux, tel. Mais jusqu'à présent, on est incapable de présenter à ce public un seul élément des recrues de Kalia. Des gens qui sont venus peut-être d'un autre monde. Comme l'a dit le doyen Jean-Marie Doré, feu Jean-Marie Doré. J'ai écouté l'un de ses audios où il dit que quand il les a entendus parler, on dirait que ce n'est même pas des Guinéens. Si ce n'était pas parce qu'il maîtrisait le karaté, il n'allait pas pouvoir s'en sortir. Ils sont venus d'où? Certainement, on dira le camp de Kalia. Mais si c'est le camp de Kalia, c'est des Guinéens comme nous. Qu'on puisse au moins retrouver l'un d'entre eux pour nous dire qui les a envoyés au stade et au nom de qui ils sont partis au stade. Mais on ne trouve nulle part dans ces procès les recrues de Kalia. Mais tout le monde en parle, comme si c'était des fantômes. Des gens qui ont été transportés, qui sont venus de façon extraordinaire au stade et d'un coup ils ont disparu. On écrit au centre de formation de Kalia, on dit non, cette trace, on n'en trouve pas. Et il n'y a aucune indiscrétion là-dessus. Monsieur le Président, c'est extraordinaire. Quelque part, il y a quelque chose qui n'a pas marché. C'est vrai qu'il y a des victimes. Mais les coupables, on ne les trouve pas, Monsieur le Président. C'est ça le problème. Venons-en au problème des forces communes. Alors, à la page 43.11 de la même ordonnance qui date de 29 décembre 2017, il est reproché à mon client ce qui suit, Monsieur le Président, respectueux assesseurs, tout en vous remerciant de votre patience que vous observez tous les jours. Il a dit ceci. Abdoulaye Sherif Diaby, d'avoir à Conakry, c'est le pour qui dit, hein, d'avoir à Conakry, le 28 septembre 2009, en tout cas,
depuis temps non couvert par la prescription. 2 points. Volontairement entraver l'arrivée de secours. L'arrivée de secours destinée à faire échapper les manifestants aux crimes et délits commis au stade. Je reprends. D'avoir volontairement entravé l'arrivée de secours destiné à faire échapper les manifestants aux crimes et délits commis au stade. Nous allons être d'accord que lorsque le pool des juges dit ceci, que cela suppose que le colonel était posté au stade. Il était posté là. C'est ce que ça veut dire. Volontairement entraver l'arrivée. Mais à quel moment on entrave l'arrivée de quelqu'un? C'est lorsqu'on est présent. Lorsqu'on est présent, je vous empêche de passer. Mais il a entravé qui? Selon le pool, qu'il a entravé l'arrivée des secours. Monsieur le Président, comprenez très bien que ces secours-là, ce sont les ONG, Croix-Rouge, n'est-ce pas, Croix, etc., les Terres des Hommes, ceux qui venaient de manière philanthropique pour assister les blessés au stade 28 septembre. Que le colonel, à l'instant T égale à 0, était là posté, qu'il a empêché, il a entravé l'arrivée de ces personnes. Mais le colonel n'était pas là. Et l'ordonnance précise, le 28 septembre 2009, pendant la commission de ces infractions-là, que le colonel, après que ça a été commise, l'arrivée des secouristes, il les a empêchés. Bon Dieu, bon sang. On est où? Le colonel n'était pas là. Docteur Chérif n'était pas présent au stade du 28 septembre. Soyons d'accord. Même si on n'aime pas quelqu'un physiquement, mais reconnaît-lui au minimum ses petits droits. Oui, parce que personne ne peut être aimé à 100%. Même un fou. Mais comment se fait-il que le colonel soit dans ses mouvements pour Koya et qu'au même moment, il a été appelé par le général, à l'époque, le chef d'état-major général des armées, colonel Oumar Sano, pour lui dire « Revenez, monsieur le ministre, ça ne va pas au stade ». C'est comme si, en ce moment précis encore, le colonel se trouvait encore au stade, du 28 septembre. Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et l'ordonnance est très claire. D'entraver l'arrivée de secours destinés à faire échapper les manifestants aux crimes et délits commis au stade du 28 septembre. Il n'était pas là. Il n'était pas là. Il n'était pas là. Il n'était pas là. Colonel qui a tourné sa voiture pour répondre à l'appel d'urgence, qui allait déposer, qui a écouté son déplacement pour aller s'intéresser, pour aller vivre l'événement, pour aller assister, pour prendre les dispositions en sa qualité de ministre d'État de la Santé. Comment ce dernier peut être qualifié d'auteur de cette infraction au même moment qu'il est en train de se déplacer, de faire des va-et-vient entre la présidence de la République, le QG, le ministère de la Santé, donc et on dit qu'il était au stade en train d'empêcher l'arrivée des secours. C'est injuste. C'est une violation à ses propres droits. C'est injuste. C'est une accusation à tort et à travers. Comment vous voulez une personne, en sa qualité de ministre d'État de la Santé, met les moyens, mais pour tous les actes de nature à assister des personnes qui souffrent. Et on traite ce dernier qu'il est l'auteur de cette infraction. C'est pas bien. Deuxième paragraphe. De s'être dans les mêmes circonstances de lieu et de temps.
volontairement abstenus d'empêcher par leur action immédiate, sans risque pour eux ou pour les tiers, la commission des crimes sur les manifestants au stade du 28 septembre et environ. Je reprends. Volontairement abstenus d'empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, la commission des crimes sur les manifestants au stade du 28 septembre. Vous savez, quand vous écrivez, réfléchissez ce que vous écrivez. Lisez, relisez encore. Est-ce que le contexte là est normal? Est-ce que chaque mot a sa place? Est-ce que la personne que vous décrivez, est-ce que l'intéressé à l'instant T mérite d'être là? C'est ce qu'il faut savoir. Mais lorsqu'on dit que colonel, de manière volontaire, s'est abstenu d'empêcher par son action, sans risque pour lui et pour les tiers, de commettre, il a empêché de commettre des crimes au stade du 28 septembre. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Mais de quelle abstention s'agit-il? C'est pas ça. Parce qu'il n'était pas présent. Colonel Chérif, il faut le répéter parce que je ne cesserai de le dire. Il n'a jamais été au stade du 28 septembre, que cela soit très clair. Pour les uns, pour les autres, et même pour les tiers au dehors. Que ça soit très clair, il n'a pas été au stade du 28 septembre, il n'a pas été au stade du 28 septembre, ni dans les environs. Au point qu'on lui reproche de cette infraction, qu'il s'est abstenu volontairement. Mais on s'abstient de quelque chose de manière volontaire lorsqu'on est présent à cette chose, lorsque la personne est présente à cette chose. Comment quelqu'un peut être couché à la maison ce jour, le 28 septembre, un citoyen qui était à Bambeto, un citoyen qui était à Lambaye, qui était couché dans son salon, qu'on puisse lui reprocher d'être au stade du 28 septembre ce jour-là? Non, c'est possible. Le colonel n'a jamais été au stade. Même dans le parcours que j'ai décrit ici, dans sa narration des faits. La route de Koya, directement au QG à la présidence. De là-bas, c'est Donka. De Donka, ministère. Du département, il est revenu à la présidence. À la présidence, c'est le surlendemain, le 30 septembre 2009, qu'il est venu en compagnie de monsieur le chef de l'État, ghanéen, président d'Addis, plus le chef de l'État de Burkina Faso à l'époque, Blaise Compaoré. Mais tout le monde a vu ça à la télé. Lorsque monsieur le président d'Addis passait saluer les malades. Mais on va fabriquer quoi? On va fabriquer quoi contre lui? Troisièmement, c'est le même pool, la même ordonnance qui précise encore, volontairement abstenu de porter assistance aux personnes en péril ou de provoquer un secours. Aux personnes en péril ou de provoquer un secours. Cela revient de provoquer un secours. Monsieur le Président, je viendrai sur les éléments constitutifs de cette infraction. Vous comprendrez que le régime juridique de cette infraction est spécifique. Je le dis sous le contrôle des pénalistes. L'infraction non-assistance à personne en danger, avant ces éléments constitutifs, il y a des conditions préalables. Ces conditions sont de deux ordres. Les conditions liées à l'auteur et celles liées à la victime. Sans ces conditions, à l'instar même des éléments constitutifs, le délit n'est pas constitué ou peut ne pas être constitué. C'est ça